Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Aujourd'hui, vous saviez que on va s'attaquer à encore un show de la WWE et qui s'est déroulé hier, le 10 mai. Et justement, le show auquel on parle, c'est tout simplement, voilà, il faut pas trop attendre de suspense, Backlash 2025, direction Saint-Louis. Donc c'est ce show auquel on va s'attaquer. Et pour être honnête, je n'ai pas encore vu les retours des personnes qui auront donné leur avis. Est-ce que c'est le pire show ou le mauvais? Je préfère pas trop y penser, si ce n'est que je préfère vous faire cette fameuse review. Voilà tout. Et on commence directement avec le premier match. Et le premier match, c'est un match Fatal 4-Way, donc match à 4, pour le titre des États-Unis de la WWE. Jacob Fatu contre LA Knight, contre Damien Priest et contre Drew McIntyre. Ah, que dirait Fifi? Que dirait Fifi entre les deux, enfin les deux camps ou les quatre hommes, si vous voulez tout simplement ce que je voulais en dire. Et que tout simplement dans ce match-là, j'ai l'impression de voir un... Ah, je sais pas comment vous le dire plus clairement pour être plus innovant, mais j'ai l'impression de voir un match de Weekly, de ce qui se passe à SmackDown ou Raw. J'ai l'impression de voir ce genre de match-là. Je dis pas que c'est mauvais, j'ai pas dit que c'était très bon non plus. Ça dépend les goûts de chacun. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut savoir apprécier. Et j'ai essayé d'être dans le moule. Bon, que ce n'est pas toujours été facile. Et oui, je voulais oublier de le dire au début, mais oui, j'ai encore regardé sur Netflix avec le VPN. Il y en a certains qui regardent sur le WWE Network et d'autres du côté US, c'est le Peacock qui sont ralliés au network. Mais bon, de toute façon, peu importe l'un et l'autre, l'important c'est qu'on s'est regardé. Et concernant le match là, pas mal de retournements de situation, pas mal de prises. Et que j'ai l'impression qu'entre la rivalité Priest-McIntyre n'était pas si terminée à ce point-là. Donc c'est encore parti pour un tour de rivalité. À tel point que ça a fini pour eux deux, McIntyre et Priest, à faire un spot sur deux tables. Je crois que c'est Damien Priest qui fait un Son of Evil Chokeslam sur McIntyre sur les deux tables. Et ce qui agace les gens, parce que oui, il y a eu quand même des broncas par rapport à ça, c'est de voir toujours les officiels, voir si les catcheurs vont bien ou qui vont mal. Donc, on va dire ce genre de segment n'est vraiment aucune utilité. Parce que de toute façon, à quoi ça sert de ramener de la sécu des officiels à rien, forcément. Ça devient quasiment un running gag et un mème en soi, voire le creux du monde du catch, si on veut un peu vulgariser les choses. Tandis que sur le ring, après que Jacob Fatu et LA Knight se mènent une lutte sans merci à l'épuisement jusqu'à ce qu'il y a le spot avec Priest et McIntyre, ça repoursuit. Et même en poursuivant à l'extérieur, en enchaînant les fameuses prises, LA Knight voulait effectuer sa double jump pour effectuer un descente du coude, et auquel Jacob Fatu se fait sauver par Solo Sikoa. Donc oui, Solo Sikoa, qui n'était pas censé être là, vient en aide à celui qui n'a réellement aucun besoin d'aide, et je parle bien de Jacob Fatu, car Fatu n'a vraiment besoin de l'aide de personne vu comment il sait se débrouiller face à trois autres mecs, excusez-moi, et pas maîtres. Donc il sait comment se débrouiller. Eh bien, forcément pour LA Knight, il voit qu'il est là et que ça lui plaît pas qu'il soit là pour qu'il foute la merde dans ce match. Et du coup, il se rapproche vers lui en disant « Attends, tu fous de moi ? Qu'est-ce que tu viens faire là ?» Et c'est à ce moment-là auquel un catcheur inconnu de la WWE, mais qu'on connaît de côté de la New Japan ou dans les Indies, fait ses débuts officiels en attaquant LA Knight.
Et du coup, bah, ce catcheur auquel je vais vous expliquer, si vous avez déjà regardé la New Japan, vous savez qui c'est, ou un petit peu la EW. Bah, laissez-moi vous dire pour ceux qui sont nouveaux et qui ne savent pas qui c'est. Eh bien, tout simplement, il s'agit de le tueur des îles, Jeff Cobb. Oui, Jeff Cobb fait ses débuts officiels à la WWE et qu'il se range du côté de Solo Sikoa, donc dans la faction Bloodline 2.0. Vu comment Solo Sikoa n'a plus de soldat loyal qui peut l'aider à essayer de retrouver le succès, Tamatonga out, Tongaloa out, Jacob Fatu au front, et bien maintenant, il s'agit de Jeff Cobb, qui pourrait avoir... je pense pas que c'est un lien familial avec eux. Enfin, je n'espère pas pour Jeff Cobb, mais il semblerait que ça pourrait être intéressant de voir comment l'entente pourrait se gérer du côté de la Bloodline et du côté de Solo Sikoa également avec Jacob Fatu et Jeff Cobb. Je me demande à quoi ça pourrait mener. Mais on sera peut-être proche d'un potentiel trahison ou retournement de situation. Bref, c'est assez particulier. Bon, à voir à quoi ça peut donner avec la Bloodline. Donc, bien sûr, pour Jeff Cobb, pour Jacob Fatu, ben, certes, il n'était pas au courant que Jeff Cobb était présent, mais qu'il poursuit quand même à poursuivre son attaque, à achever sa mission, détruire ses adversaires, et du coup, il va détruire LA Knight, et par la suite, il va faire son PME, Best Moonsault Ever, pour la victoire. Donc, vous avez compris, victoire de Jacob Fatu, qui reste champion des États-Unis. Et on va voir à quoi ça peut donner l'entente entre Jeff Cobb et Jacob Fatu. Oui, je sais, j'ai l'impression d'être perdu quand je prononce quelque chose. Désolé, vraiment désolé. Mais bon, c'était pour ce match-là. Maintenant, on poursuit au deuxième match, et c'est pour le titre intercontinental féminin de la WWE, Lyra Valkyria contre Becky Lynch. Alors, on va poursuivre jusqu'à WrestleMania. Je sais que Becky Lynch a fait son retour à WrestleMania 41 pour soi-disant remplacer Bayley qui serait blessée, mais en vérité, je l'ai appris plus tard avant de mettre en ligne cette vidéo de WrestleMania 41, que en fait c'était du kayfabe. Donc ça veut dire elle n'est pas blessée pour de vrai, mais elle est blessée dans l'histoire, donc dans le kayfabe. Et que ce serait Becky qui l'aurait blessée pour être dans l'équipe de Lyra Valkyria, remporter les titres et le lendemain de Raw, eh bien tout simplement les perdre. Pour moi, il y avait un sacré manque de logique. C'est que pourquoi tu viens si c'est pour perdre le lendemain, bah tout simplement pour faire le heel turn. Comme ça, de manière gratuite, hop, j'ai perdu le titre, je fais un heel turn, je suis pas là pour faire plaisir au monde, je suis là pour me faire plaisir à moi-même. Vu comment j'ai un sacré ego, je ne pense qu'à moi-même, je préfère me mettre en avant plutôt que les autres, à mettre les autres en avant. Et du coup, je t'attaque parce que je décidais de t'attaquer. Et je n'ai pas oublié de ce qui s'était passé du côté de NXT. Oui, parce que pour rappel, Lyra Valkyria et Becky Lynch s'étaient affrontées à NXT, justement. Et je crois que c'est quel show? Je crois que c'est... Je sais pas si c'est Battleground ou Halloween Havoc. C'est en 2023, je pense. Peut-être, je peux faire fausse route, mais je crois que c'est Halloween Havoc auquel ils ont eu leur affrontement et Becky Lynch était la championne de NXT, vu comment le titre qui lui a longtemps échappé et qu'enfin elle la possède. Et bien du coup, forcément, elle se rappelle de cette défaite contre Lyra Valkyria. Vu comment c'est Lyra Valkyria qui lui a défait le titre NXT, et du coup elle a eu un règne amplement respectable, faut être honnête. Et que maintenant, vu comment ils se sont retrouvés pour faire équipe et être championne à deux, eh bien sa mentor, donc la mentor de Lyra Valkyria, elle se fait trahir par son idole,
parce que Becky est, on va dire, l'idole de l'Irlande tout entier, avec Sheamus, Finn Balor et j'en passe des noms. Et du coup, ben, forcément, ben, c'est assez particulier, on n'est pas trop à fond dedans, mais on essaye d'être dans le moule. Donc c'est pas forcément évident de tout balancer d'un coup. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Même si c'est un manque de sacrée logique, il faut avoir une cohérence derrière. Donc, ben, forcément, ça a mené des attaques chaque semaine. Voilà, je veux plus être la prochaine Becky Lynch. Euh, Becky dit que grâce à moi, tu ne serais pas là où tu en serais aujourd'hui. Tu n'es qu'une petite fille qui a eu trop de chance et que maintenant, il, il faut saisir la chance à un autre. Bref, que des paroles comme ça. Et justement, voilà comment le match a lieu. Pourtant, il n'y a pas de build-up, hein. Juste le build-up, ça rime à de la bagarre par derrière, trop prévisible, etc. Mais bon, je n'étais pas vraiment dedans, sauf dans le match. Dans le match, ça peut être respectable, vu comment le titre intercontinental féminin était en jeu. Du coup, ça a mené une bataille, voilà, ci ou là. Et à un moment donné, quand Becky a l'avantage dans le match, eh bien, elle voit dans le public, et je crois que c'était le mec de Lyra Valkyria, qui est catcheur indépendant du côté de l'Angleterre, ou de l'Irlande, qui était présent pour voir sa compagne catcher. Donc du coup, Becky n'a pas hésité à trash talker. Et forcément, Lyra n'apprécie pas de se faire insulter comme ça devant son amant. Elle préfère prendre les choses en main, à montrer à Becky qu'il ne faut pas trop la sous-estimer, car justement elle a tellement appris aux côtés de elle, même si elle a tellement de respect pour ce qu'elle a accompli, elle ne peut pas respecter la pourriture qu'est Becky Lynch. Ça c'est son avis à elle, hein. C'est son avis à elle. Moi je ne fais que dire en simple théorisant, pour être... Ouais, pour faire une théorie, quelque chose comme ça, mais bon. Je suis pas très doué en parole. Je sais que je suis pas très doué. Et il y a eu pas mal de retournements de situation. À un moment donné, ben, elle va hésiter de tricher, Becky, notamment en ramenant une chaise. Mais justement, tout ça n'a été qu'une ruse pour faire diversion et pour ben, enlever la protection de la troisième corde, pour espérer de casser la tête de Lyra dans le turnbuckle non protégé. Ça a failli retourner à son propre jeu, à Becky, mais elle a pas, on va dire, su se laisser faire, vu comment elle est toujours dedans, elle est toujours dans l'action, elle est déterminée à montrer que c'est elle demain et qu'elle veut encore un titre à son palmarès. Et à un moment donné, quand elle va effectuer ce coup justement dans le coin, encore un peu c'était passé au-dessus. Finalement, Lyra s'est mangé le coin d'en dessous. Donc c'est une manière légitime de ne pas trop se faire mettre KO par un coin non protégé. Et d'ailleurs, elle s'est dégagée de 2 fois d'un Manana Slam. Et auquel on a cru que c'était terminé, qu'elle n'a qu'à plus qu'à céder sa place envers Becky. Mais non, elle est toujours dans le match, toujours en train de combattre. Alors que Lyra a tenté son premier Nightwin, donc son finish, et auquel c'est compte de 2. Donc il faut une solution. Certes, Becky est très désespérée, veut obtenir la victoire si facilement, quitte à utiliser la ruse. D'ailleurs, elle va même essayer d'aveugler Lyra Valkyria, auquel elle a eu une seule bichenette dans l'œil. Elle a failli remporter le match, mais justement, Lyra a retourné l'avantage de Becky à son avantage, justement, pour lui faire un genre de petit paquet et qu'elle remporte le match. Donc voilà, c'est Lyra Valkyria qui remporte le match, mais à la fin, elle se fait attaquer par Becky. Donc Becky l'agresse, fait sa désarmeur, et auquel elle est évacuée du ring par les officiels. Oui, je sais, les officiels sont trop omniprésents, c'est comme la sécu. Et parfois les catcheurs, mais sauf que les catcheurs, quand ils interviennent, là ça fait que très régulièrement.
Là, ça devient quasiment un running gag avec les officiels. C'est comme si il y aurait une réelle agression et auquel il faut amener des officiels comme ça au pif. Alors que là, c'est une agression totalement mineure et auquel je me dis, mais pourquoi vous faites cette tradition-là? C'est n'importe quoi. Arrêtez avec ce genre de truc, ça ne fonctionne pas. Qui ça choque? Parce que moi, ça me choque plus quand je vois des officiels venir arrêter le catcheur en question ou la catcheuse. Moi, le seul segment auquel j'ai cru à 100%, c'était du côté quand il y avait John Cena et Brock Lesnar, quand il y avait les catcheurs, les officiels, les arbitres, les médecins, etc. Après, il y en a eu d'autres, mais cela était plus spécial, alors que là, on perd ce côté spécial et que ça devient une blague. Je vois de cette manière. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est du mauvais perdant. Becky Lynch a été une mauvaise perdante. Elle a cru, tout comme Charlotte Flair, revenir au top en prenant la place de personnes. Par exemple, Charlotte, elle a essayé avec Tiffany Stratton, ça n'a pas fonctionné, pour lui prendre sa place. Et Becky, elle a voulu faire, elle a échoué. Et du coup, tout ça, il faut qu'ils se le mettent ça en tête. Les jeunes prodiges d'aujourd'hui sont en train de surpasser ceux les mieux établis. Voilà tout. Maintenant, le troisième match. Le troisième match, et là c'est du côté masculin. On était passé du côté féminin. Maintenant du côté masculin, pour le titre intercontinental de la WWE. Dominic Mysterio contre Penta. Pareil, il n'y a pas trop de build-up. Lyra Valkyria et Becky Lynch, il n'y a pas eu trop de build-up si ce n'est que on ramène les éléments du passé pour revenir à l'origine de leur affrontement. Là, il n'y a pas de build-up si ce n'est que on sait que Dominic Mysterio a su capturer un titre officiel dans le roster principal. Il avait déjà été champion nord-américain, mais ça c'était du côté d'NXT, mais il n'était pas considéré encore comme un titre du roster principal. Alors que là, il remporte le titre intercontinental et il se prétend d'être le plus grand des Mysterio, le plus grand de tous les temps, au même titre qu'un Shawn Michaels, Bret Hart, Stone Cold, Macho Man, Ricky Steamboat, Mr. Perfect, et il y a d'autres noms, des The Rock, Triple H, Stone Cold, je crois que je l'ai dit. Bref, etc. J'en passe des noms. Eh bien, il prétend être le plus grand de tous les temps, être le plus grand des Mysterio, être le plus grand des champions. Donc ça joue encore ce côté vantard. Et auquel il va affronter Penta. Et Penta, justement, son objectif c'est de devenir champion intercontinental et qui va essayer de l'obtenir quoi qu'il en coûte. Même s'il est face à Dominic Mysterio, même si Dominic Mysterio n'est jamais tout seul. Par contre, après le match de WrestleMania 41, je m'attendais qu'il y aurait quelque chose entre lui et Finn Balor pour créer une angle de trahison. Finalement, ils ont fait comme si de rien n'était. Ils ont fait genre, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, on est toujours potes. Et là, je me dis, mais non, mais pourquoi vous faites pas cette trahison? On doit encore durer 1 ou 2 mois. C'est incompréhensif. Bref, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Si ce n'est que autour du Judgment Day, j'en ai déjà trop mangé du Judgment Day à tous les repas. Ça devient très tentant, ça devient trop répétitif. Et ça ne me plaît pas forcément toujours. Concernant le match entre Penta et Dominic Mysterio, il peut être bien d'un certain point de vue, mais on n'est jamais à l'abri des multiples interventions. Et parfois des interventions parfois inutiles. Hein. C'est ce qui arrive pendant les matchs. Hein. On a eu la preuve avec Jacob Fatu, auquel il n'avait pas besoin d'aide. Alors que là, Dominic Mysterio, il sait très bien qu'il n'a pas besoin d'aide, vu comment il gère déjà la rencontre. Et qu'il sait tenir tête face à Penta. Et Penta, forcément, peu importe vers qui il a affaire, bien, il compte là-dessus pour débarrasser les gêneurs et de s'occuper de celui auquel il veut accomplir son objectif, remporter le titre.
vu comment le titre, c'est son objectif de le remporter. Donc voilà, pas trop grand chose à raconter du côté in-ring. Et justement, on va revenir au niveau des interventions. Pour l'instant, on a eu des interventions, mais qu'il n'y a pas eu de toucherie. Il y a eu l'apparition de Carlito, qui fait diversion vers l'arbitre. Ensuite, tu as JD McDonagh, qui revient de blessure après un spot terrible sur la table, auquel ça lui a perforé le poumon. Et Finn Balor. Donc bien sûr, Finn Balor il veut prendre une chaise pour frapper Penta avec dans le dos de l'arbitre, mais l'arbitre le remarque et dit « Oui, je t'ai vu, tu as pris la chaise, alors je vais prendre une décision, toi et toi au vestiaire !» Donc bien sûr, ça ne plaît pas au Judgment Day, forcément, ça ne le plaît pas forcément, et du coup, c'est encore une ruse stratégique pour Dominic d'essayer de remporter le match. Voilà pourquoi trop me... Oh putain, j'arrive plus à parler correctement. Voilà pourquoi il y en a trop de choses qui ne m'étonnent plus. Et au moment où forcément Penta avait le match en main, un mec masqué arrive et fout un sacré coup de boule à la tête de Penta. Et cette personne, c'est El Grande Americano, qu'on connaît bien sûr sous le nom de Chad Gable. Donc oui, il a encore une histoire avec les luchadors masqués, vu comment il a sûrement un problème avec les Mexicains qui portent le masque. Il a forcément un problème avec eux. Tout simplement parce que il a eu une histoire avec Rey Mysterio, Dragon Lee, mais finalement tout ça a été mis dans l'urgence et que c'était Rey Fenix. Et du coup, il avait battu Rey Fenix et maintenant il veut s'en prendre à Penta. Et suite à ce coup de tête auquel il avait caché un genre de plaque de métal dans son masque, ça permet à Dominic Mysterio de faire un frog splash pour la victoire. Donc oui, Dominic Mysterio conserve le titre, mais pas de la manière la plus glorieuse, vu comment il gagne grâce à l'aide des personnes qui s'étaient impliquées. Donc voilà... Fin de l'histoire, je passe au match numéro 4 et je coupe un petit peu et on repoursuit. Et le match numéro 4 auquel je vais poursuivre, parce que oui, plus que 2 matchs après c'est terminé. Un match simple, tout simplement, entre Gunther contre Pat McAfee. Alors, revenons au contexte de l'histoire. On sait que Gunther a affronté Jey Uso à WrestleMania. Et c'était pendant l'opener de ce WrestleMania 41, auquel il s'est fait humilier par celui qu'il considère comme la mascotte du public qui n'est pas à son niveau. Donc je parle bien de Main Event Jey Uso, le champion en titre. Enfin, le fraîchement champion en titre. Et du coup, il s'est fait humilier avec un sleeper hold, et auquel c'était pas forcément mieux cadenassé, et qu'il abandonne. Et après ce match-là, certes, il ne va pas s'en prendre à Jey Uso, mais il décide de s'en prendre au commentateur. Vu comment il n'a pas apprécié les remarques de Michael Cole et de Pat McAfee en même temps. Et justement, il dit « Vas-y, t'as quelque chose à dire ?» Eh bien, Michael Cole ne voulait pas avoir de réelle confrontation, alors que Gunther, oui, pour passer ses nerfs. Vu comment il a été humilié, ça peut se comprendre. Et du coup, il lui reproche des tas de choses aux commentaires, de raconter que de la merde. Et Michael Cole rétorque en disant que moi au moins je n'ai pas abandonné. Cette phrase ne plaît absolument pas à Gunther. Il décide de confronter Michael Cole. Pat McAfee décide de s'en mêler. Il se fait pousser. Il se fait saisir en sleeper hold. Pat McAfee a eu l'erreur de lui donner un gros coup de poing dans la gueule de Gunther. Et Gunther, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un violent sleeper hold à Pat McAfee. Et en parlant du selling de Pat McAfee, je trouve que il en fait des caisses. D'ailleurs, j'aime pas trop Pat McAfee, pour être honnête. Je trouve que quand il fait son entrée, il se met un peu en avant comme si c'était une top star important dans la compagnie, alors que ce n'est pas tout à fait le cas pour moi.
Et il fait trop des caisses en commentaire. Alors oui, il montre à quel point il s'amuse. Je ne dis pas le contraire, il montre qu'il s'amuse. Mais il surjoue beaucoup trop. Et quand c'est trop surjoué, ça se voit que ça en fait trop des caisses et que ça nous plaît pas. Certains adorent, certains n'aiment pas. Et moi, c'est mon cas, je n'aime pas. Et son selling pendant ce sleeper roll, pour moi, il abusait un petit peu. Hein. Parce que de faire genre... Oh, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je me suis fait étrangler. Oh, je sens pas bien. Oh, je sens pas bien. Oh, il me faut de l'eau. Parce que je sens que je vais dégueuler. Oh, oh. Donc pour moi, son selling est un peu trop surjoué. Et bien sûr, notamment Gunther, il s'est fait suspendre. Il est normalement banni des arènes. Et qu'il a récolté une amende. Normalement, parce que il y a eu lors d'un autre épisode d'Euro auquel Pat McAfee décide d'envoyer un message clair et net à Gunther, tout en montrant au public que c'est quelqu'un de bien, que ce n'est pas, on va dire, les gens auxquels on doit s'attendre de lui, vu comment c'est quelqu'un auquel il a fait d'énormes sacrifices dans sa vie, il a fait du foot US, il a créé son propre podcast auquel, ben, forcément, je vais vous dire en toute honnêteté, il y a eu un petit casserole à son sujet, mais ça je crois, peut-être que je vais revenir là-dessus. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, je m'en contrefiche. J'ai aidé les gens dans le besoin, j'ai fait du bénévolat, j'ai fait, on va dire, du bénéfice caritatif aux enfants malades. Bref, j'ai aidé tout le monde, je suis perçu comme quelqu'un de bien. Vous saviez que je suis quelqu'un en qui on peut avoir confiance, patati patata. Et du coup, ben, quand j'ai vu Michael Cole se faire attaquer par cette tordure d'Autrichien de Gunther, je me suis dit, il faut que je protège mon ami. Alors qu'en vérité, Pat McAfee, t'es le premier à te foutre de la gueule de Michael Cole. Selon moi, hein, parce que je me rappelle les moments auxquels il y avait des replays, tu t'amusais à troller Michael Cole, mais bon, Michael Cole, il préfère de se laisser faire, entre guillemets, se moquer de la situation, mais bon, ça c'est un autre débat. Ouais, de faire genre, ouais, c'est mon ami, il faut pas trop le toucher. Quand tu touches à Michael Cole, tu t'en prends à moi, etc. Du coup, il a supplié les officiels, notamment à Nick Aldis, qui normalement gère du côté de Raw, enfin, non, gère du côté de SmackDown, mais il était du côté de Raw pour remplacer Adam Pearce, et qui décide de faire relever sa suspension. Pour moi, c'est une grave erreur. Bon, après, on n'a pas les mêmes visions de la chose, mais pour moi, c'est une grave erreur parce que non seulement tu relèves sa suspension, mais tu veux l'affronter. Alors que tu sais très bien qu'il va te démolir. Donc, on a eu l'ultime confrontation auquel il a essayé de se mettre en avant pour avoir la faveur du public. Ça fonctionne avec certaines personnes, mais on voit 3 des kilomètres qu'il essaye d'avoir de la sympathie du public pour qu'on soit rangé derrière lui. Mais comment voulez-vous se ranger de quelqu'un qui exprime sa fortune, qui exprime bah, comme si c'était quelqu'un de bien, alors que c'est sûrement pas quelqu'un en qui on serait très proche. Je sais pas comment vous le dire, mais c'est un peu ma manière de voir les choses. Et Gunther, il lui promet bien sûr à Pat McAfee de lui faire la raclée de sa vie, car un coup que la cloche est retentie, là c'est sûr, il va être concentré comme jamais, il va essayer de ne pas sous-estimer son adversaire, mais il va faire ce qui sait faire des choses, punir son adversaire. Et du coup, quand il le promet, il le fait. Et on peut dire sa promesse, il a à peu près tenu. Vu comment dans le match, bon certes il y a eu les petits moments de phase d'observation de la part de Pat McAfee pour essayer de s'en sortir face à l'Autrichien. Mais pour vous dire, Gunther il a promis qu'il allait lui faire du sale. Et auquel il a tenu parole. En première phase d'observation, je trouve que Pat McAfee, un coup que la cloche retentit, j'ai l'impression qu'il n'a pas assez de haine en lui. J'ai pas l'impression de le voir qui prend la chose très au sérieux.
Alors que Gunther, certes, on dirait qu'il ne prend pas les choses très au sérieux, pourtant il veut mener un vrai combat. Mais Pat McAfee, j'ai pas l'impression qu'il mène quelque chose assez extra au sérieusement. Ça fait que tu as quelqu'un de très dangereux auquel il t'a étranglé, tu veux t'en sortir, montre-lui que tu as la rage, montre-lui que tu veux survivre. Ben non, non, je me laisse faire, je me laisse taper dessus, parce que je n'ai pas de prise de ouf, je ne sais que donner des coups, des offenses. Oui, en parlant de la petite affaire avec Pat McAfee, il faut savoir qu'il y a eu dans son podcast de merde, voilà, parce que oui, je ne regarde pas son podcast, je n'écoute pas de toute façon, mais j'ai entendu une petite rumeur comme quoi il pourrait avoir des mini-ennuis, des petites ennuis de rien du tout, comme quoi ben, il a été repêché ben, un genre d'anecdote, une anecdote de couple de jeunes, comme quoi ben, la jeune fille en question fréquente le garçon, qu'il aurait couché avec le garçon, et que par la suite, elle aurait apparemment couché avec le père du garçon. Donc des trucs auxquels normalement on devrait même pas le dire en direct. Et du coup, ben, la jeune fille en question a été victime d'harcèlement de la part des personnes qui ont raconté des ragots sur elle. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je n'en ai aucune idée. Donc tout ça est un peu tourné en vinaigre, mais bon. Pourquoi le dire en ligne dans ton podcast, alors que tu devrais la mettre un peu en veilleuse, car c'est pas le sujet le plus intéressant du jour. Et dans le match, bien sûr, c'est sûr que Gunther va avoir l'avantage, vu comment il lui fait des prises, et à chaque fois c'est lui qui l'humilie. Notamment l'accrochage, il le ramène au sol. Bref, il montre à quel point Pat McAfee ne prend pas le catch au sérieux, et qui ne prend pas le combat très au sérieux. Donc, comme je vous l'ai dit. Donc, du coup, forcément, il a l'avantage. Et quand ça chope avec Gunther, ça chope terrible. Hein. Pat McAfee a essayé des chops sur Gunther, mais les chops de Pat McAfee n'a pas d'effet escompté sur Gunther. Hein, vu comment Gunther il subit, mais il dit allez, vas-y, mets-moi encore une. Mets-moi encore une, j'ai pas mal. Eh ben, je vais t'en foutre une. Bam! Ça a en foutu une grosse atémie. Et là, c'est sûr, on le sent passer. Hein. Et je peux vous le garantir, Pat McAfee, il a sûrement senti passer cette atémie, parce que c'est un atémie de bâtard, comme il l'envoie. Donc, il s'acharne sur Pat McAfee, il lui promet qu'il va lui donner une leçon, sauf à quelques moments auxquels Pat McAfee décide de revenir l'avantage, mais à un court instant. Et Gunther n'hésite même pas à regarder Michael Cole en disant « Tu vois ce que je fais à ton ami ? Vas-y, viens lui donner un coup de main, si tu l'oses. Je t'invite à monter sur le ring. » Parfois, c'est vrai que l'arrogance de Gunther peut jouer des tours, et à quelques moments, ça a failli jouer des tours, mais heureusement qu'il n'a pas perdu sa concentration, vu comment il a décidé de faire la raclée de sa vie à Pat McAfee, et il le fait. Beau que Pat McAfee revient en force et essaye de surprendre l'Autrichien, mais encore une fois, c'était pas assez suffisant, et Gunther le fait rappeler à l'ordre. Hein. Donc, vous avez compris, Gunther, il est largement au-dessus de tout le monde, hein, largement au-dessus de Pat McAfee et de Michael Cole, tous réunis. Vu comment ça tatane, ça chope à mort. Et au moment où il y avait le single leg Boston Crab, eh bien Michael Cole quitte la table des commentateurs et veut essayer de donner un coup de main à Pat McAfee pour qu'il le chope les cordes, mais Gunther le ramène au centre du ring et le modifie en STF pour l'empêcher d'attraper les cordes. Donc il s'amuse gravement avec lui, il lui fout des sacrés coups de coude. Et après, c'est un petit peu l'erreur de Gunther, notamment il lâche la prise envers Pat McAfee, mais il chope Michael Cole et pour lui essayer de faire un powerbomb, mais il se fait encore cogner par Pat McAfee, mais Caffey se mange un big boot, et que là je me dis, allez c'est bon, Gunther finit de plaisanter, termine le match, ne te laisse pas distraire.
Eh ben non, il continua à s'amuser avec lui. Et je crois qu'il y a, au moment quand Gunther, ben, sur le bord du ring parce qu'il regarde Michael Cole, et du coup, ben, il dit, vas-y, tu vas venir en aide à Pat McAfee, parce que moi je vais enchaîner. Il était prêt à faire la superplex, mais Pat McAfee retourne la situation, et Michael Cole chope la cheville pour essayer de donner la victoire à Pat McAfee, mais ça ne fonctionne pas, c'est compte de deux, et du coup, Gunther, lui, il voit tout rouge, il dit, oh, t'as intérêt à courir, si je t'attrape, je te jure, je te tue. Sauf qu'il le fait pas, il se concentre sur Pat McAfee, voilà, il enchaîne à faire un powerbomb, et par la suite, là finit la rigolade. Il enchaîne avec un sleeper hold, auquel là il le maintient, il le serre à fond. Et je pense qu'à ce moment-là, Pat McAfee aurait dû taper, aurait dû abandonner. Mais il a décidé d'avoir force de caractère en montrant qu'il ne veut pas abandonner. Mais Gunther, il ne lâche pas la prise, vu comment il le serre au plus profond de ses bras. Et que Monsieur Pat McAfee fait comme ce qu'il a fait à Raw, avec son no-selling un peu merdique, parce que oui, je dis son selling, il est pas terrible, et bien il décide de perdre connaissance. Et, et quelques petites minutes après, on le voit debout, enfin pas debout, mais assis, comme s'il se réveillait d'un coma. Assez bizarre. Alors que normalement, t'es censé vendre le sleeper hall. T'es censé faire comme tu as fait à Raw, même si c'est complètement exagéré. Mais non, tu décides de faire qu'est-ce qui se passe oh, c'est fini, je crois que j'avais gagné, etc. Comme un mec bourré. Et bien sûr, c'est Gunther qui remporte le match par soumission technique et que il en rigole pour montrer à quel point c'est lui le meilleur, car Pat McAfee n'était pas à son niveau. Mais il laisse le bénéfice du doute, comme un catcheur à l'ancienne. Il, il va un petit peu vers Pat McAfee pour faire un genre chapeau bas. T'as eu les couilles de m'affronter, pour ça je te respecte pour ton courage. Assez légendaire. Malgré tous les trucs négatifs auxquels je peux dire sur Pat McAfee, je peux reconnaître il a du cran de monter sur le ring, de faire quelques chutes et de enchaîner tout ce qu'il savait faire. Même si perso j'aime pas trop Pat McAfee, que ce soit sur le ring ou en commentaire. Bref, je préfère qu'il soit un peu à l'écart de tout ça. Mais bon, on ne sait rien faire, c'est le business. Si ce n'est que victoire de Gunther, et on passe à la suite. Et vous avez compris, on passe au main event. Je coupe un petit peu et on poursuit. Et c'est pour le titre incontesté de la WWE, auquel on est directement déjà au main event. Déjà. Entre The Real Champion, le 17 fois champion du monde, John Cena, contre The Legend Killer, la vipère, Randy Orton. Oui, le tueur de légende, The Viper, des Apex Predator, le prédateur ultime, la vipère, ce que vous voulez. Bref, vu comment Randy Orton est chez lui un Saint-Louis dans le Missouri, et qu'il connaît son plus grand rival, à la personne de John Cena, auquel il veut lui prendre le titre à tout prix. Donc, ce match non plus n'a pas trop été buildé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu que des promos, et à chaque fois dans les promos, ça a toujours été Randy Orton qui faisait des promos au micro, et quand il y avait John Cena qui était annoncé, il n'hésitait pas à lui faire un RKO à John Cena. Et à chaque fois quand John Cena se mange un finisher à la fin d'un segment, c'est comme si la personne auquel a effectué le finisher, c'est comme s'il allait sortir vainqueur. Alors que la vérité, c'est tout le contraire. Donc vous avez compris, pas besoin de builder une rencontre, vu comment les deux se connaissent déjà beaucoup mieux. Enfin, ils se connaissent déjà depuis 25 ans, depuis leur formation à la OVW, puis une montée en puissance dans leur roster principal, jusqu'à ce que l'un des deux est à son apogée. Randy Orton a été le premier champion du monde, ensuite en 2005 John Cena l'a été. Les deux n'ont pas cessé d'enchaîner des victoires,
titre sur titre, victoire après victoire, affrontement après affrontement entre l'un et l'autre. Ils sont déjà affrontés à plusieurs reprises, comme je l'ai dit, que ce soit dans un match par équipe au Saturday Night Main Event, auquel Orton faisait équipe avec Angle, Mysterio et John Cena avec Triple H. Bon, après, il y a eu également le show hommage à Eddie Guerrero, auquel ils sont affrontés. Puis Night of Champions Vengeance en 2007. Puis SummerSlam 2007, auquel ils ont eu leur premier affrontement solide en pay-per-view. Puis Unforgiven. No Way Out, avec ce célèbre claque au visage de la part, claque au visage sur l'arbitre, et auquel ça a mené une disqualification. Bref, plein d'affrontements que je pourrais vous citer, que ce soit celui à WrestleMania 24 où il y avait le Triple Threat avec Triple H, le Backlash avec JBL et encore Triple H également. Également Breaking Point avec le I Quit match, Hell in a Cell, Bragging Right pour le Iron Man match. Il y a eu tout, hein, il y a eu de tout. Ils se sont affrontés à plusieurs reprises et à chaque fois leurs routes se sont toujours croisées. Et du coup, forcément, pour eux, selon mon côté shonen, selon eux, un coup qu'ils ont échangé leur première droite, leur premier finisher, ils ont même pas besoin de dire un mot pour anticiper la moindre mouvement, même si ce n'est pas vrai. Ce que je vous dis n'est forcément pas vrai, mais j'essaie de garder un côté esprit shonen pour ce genre de vision du truc. Mais bon, de toute façon, ils se connaissent tellement bien, ils s'affrontaient depuis le début, et auquel, c'est pas forcément étonnant. Pas forcément. Je vais pas dire que c'était très mauvais ce main event, honnêtement. Si ce n'est que le point décevant, ça n'a pas été buildé, et on craint fort, le côté, ce qui ne va pas dans le truc. Mais bon, de toute façon, ce qui n'allait pas, c'était le manque de build-up. Et on fait des promos parce que on veut recontextualiser les choses de la réalité. Vu comment il y a eu du trash talking entre les deux au micro, comme par exemple Randy Orton exprimait son passé assez tumultueux, auquel il a eu un mauvais comportement en coulisses, qu'il a été odieux avec tout le monde, que ça lui a valu d'être suspendu, parfois en 2006 même à se faire, suspendre encore une fois pour test de drogue, et que c'est une test de drogue auquel il a failli mourir, Randy Orton. Il y a quoi encore auquel je pourrais dire? Justement, à cause de tous ces péripéties, Randy Orton il était considéré comme un tyran, jusqu'à ce que, forcément, il a trouvé la bonne voie, et c'est en devenant père auquel il a commencé à changer petit à petit. Parce que oui, à l'époque, Randy Orton était un petit con très prétentieux qui faisait le malin en coulisses. Donc il n'était pas très, très amical, le Orton. Mais ça n'a pas empêché de faire carrière à la WWE et d'être respecté par ses anciens. Et par ses pairs, évidemment. Donc il dit que c'est en devenant père auquel il a ouvert les yeux, et qui veut faire une expression avec John Cena, si ce n'est que qu'est-ce qu'elle aurait dit Brie si tu aurais été dans cet état, alors que je trouve que si tu aurais été père, t'aurais tout changé d'un coup. Mais bon, vous connaissez avec John Cena, certes, il a préféré de ne pas avoir d'enfant parce que voilà, il est forcément stérile, ou alors tout simplement il ne veut pas parce que il a peur d'être un père trop absent. Je ne sais pas comment vous le dire, mais j'essaie de dire ce que je peux dire. Après, vous avez le droit ou pas de dire votre avis, même si je sais que vous n'allez pas forcément répondre. Mais si j'ai une réponse, je me dis, ah bon, ça je savais pas. Ou ouais, je m'y attendais, etc. Et du coup, Randy Orton, pour lui, il est forcément la dernière légende auquel il peut abattre John Cena, alors que John Cena dit que si jamais il arrive à battre Randy Orton, il va effacer l'héritage Orton qu'il y a eu dans le monde du catch, plus particulièrement à la WWE.
Donc l'un veut éliminer l'autre, l'un veut avoir l'avantage sur l'autre. Donc ça n'hésitait pas à raconter les contextes de la vraie vie. Donc ce qui s'est passé, les éléments dans la vraie vie, ça ils n'hésitaient pas à en parler, en sachant qu'ils ont été de grands amis dans la vraie vie, et que là ils sont des ennemis. Et l'ironie du sort, dans la rivalité entre John Cena et Randy Orton, ça je suppose que certains l'ont toujours pas marqué. Il faut savoir quand Randy Orton et John Cena, quand ils s'affrontent, logiquement c'est toujours Randy Orton le méchant dans cette histoire. C'est toujours lui qui fait les pires saloperies, car envers lui et John Cena, il y a eu des tas de choses. Hein. Il n'a pas hésité à agresser par derrière John Cena, il n'a pas hésité à essayer de le mettre à l'hôpital, il n'a pas non plus hésité à attaquer le père de John Cena pour l'atteindre. Donc il a fait des tas de conneries, Randy Orton, pour, euh, pour justement mener à l'énervement de John Cena, et que John Cena, avec des années passées, il va commencer à faire un petit peu la même chose. Donc forcément, de loin auquel John Cena il n'a pas forcément oublié toutes les sales choses qu'a fait Randy Orton. Et du coup, ben, justement, il veut lui rendre l'appareil en montrant que maintenant, certes, maintenant c'est toi le gentil de cette histoire, et que moi je suis le méchant, je sais la boucle est bouclée, mais je vais pas te faire de cadeau. Parce que oui, comme je l'ai dit, dans cette histoire, ça a toujours été Randy Orton le méchant, mais maintenant, on inverse les choses, c'est John Cena le méchant et Randy Orton le gentil. Donc voilà tout. Concernant le combat, je vais pas vous mentir, c'était lent, méthodique, mais ça c'est du vintage Orton, et ok, John Cena aussi s'adapte facilement à ce genre de style de rythme, vu comment on ne se presse pas, c'est le main event, on veut prendre son temps, donc on fait des accrochages, j'ai l'avantage, t'as l'avantage, euh, je te tente un coup de bichenette dans les yeux, et auquel John Cena, il effectue ce coup de bichenette, mais c'est sans mal connaître Randy Orton qui se dit, attends, c'est quoi ce coup de bichenette? Ça c'est un coup de bichenette dans l'œil. Donc œil pour œil, et on vivra dans un monde d'aveugles. Donc, quelque part, on va dire que Randy Orton, son côté maléfique, avec de la malice et le côté sadique et vicieux, intérieurement, il est pas loin de ce qu'on pourrait dire. Hein. Vu comment Randy Orton, il est prêt à tout, quitte à remporter son 15e titre, parce que là, il en est déjà à 14 titres, alors que John Cena, c'est déjà 17. Mais ça, vous le saviez. J'ai pas trop grand chose à dire de spécial sur ce match, si ce n'est que on a eu des tentatives de prise, du vintage Cena, du vintage Orton, on a eu des tentatives de RKO et des tentatives de Attitude Adjustment. D'ailleurs, je crois que le double A, donc le AA, Attitude Adjustment, je crois qu'on devrait maintenant le surnommer le FU. Je sais pas pour vous, mais moi je préfère essayer de tenter le FU. Donc oui, comme à l'ancienne, on dit le FU. Donc ça ne passe pas. Et au moment où il a essayé la deuxième, Randy Orton va faire un RKO. Alors que John Cena voulait faire son FU Attitude Adjustment. Eh bien il fait un RKO. Et bizarrement, il fait pas le tomber. Et du coup, ça permet à John Cena de récupérer, de reprendre l'avantage. Et de prendre son temps, de ne pas trop se précipiter. De réfléchir à une stratégie très sadique, vu comment il n'hésite pas à utiliser la tricherie pour parvenir à ses fins, John Cena. Donc il fait comme Randy Orton il y a quelques années, être sadique et montrer à quel point il n'est pas là pour reculer envers son adversaire. Alors que Randy Orton, je pense qu'il est un peu dans la même situation que John Cena il y a quelques années, c'est le pur babyface, et en espérant d'essayer de donner raison à celui qu'il considérait comme son ami. Sauf que difficile à faire trop raisonner les choses. Bon, ce que je vais vous dire, il va avoir un ref bump, un peu prévisible. Donc l'arbitre se fait mettre KO, et du coup ça permet des libertés aux deux hommes de poursuivre leur attaque en utilisant des objets. Donc oui, du overbooking, si on peut appeler ça comme ça. Je ne le mets pas toujours en pratique, mais c'est du overbooking, auquel on va pas hésiter à débarrasser la table des commentateurs, à utiliser une table.
ou des objets, des coups de ceinture, et quand l'arbitre reprend ses esprits, eh ben, il se fait encore mettre KO. Et du coup, ben, même quand Randy Orton était désespéré à remporter le match, eh bien, il y a personne pour faire le compte. Je crois qu'il a enchaîné 2 ou 3 RKO, quelque chose comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait la table à l'extérieur, donc bien sûr à la table des commentateurs, auquel ben, Randy Orton il fait du John Cena en faisant un FU, Attitude Adjustment, sur la table, mais la table ne se casse pas, jusqu'à ce que John Cena ben, il touche une partie de la table sensible auquel ça fait effondrer. Donc comme quoi même les tables les plus résistants a un petit point faible si on tape trop sur un des deux côtés, le côté droit ou le côté gauche, ou alors dévisser tout simplement. Donc voilà, ensuite il y a au niveau de la table à l'extérieur, donc la table en bois, auquel ben, il effectue encore un FU sur John Cena. Et il était désespéré à faire ben, la victoire en faisant un RKO. Mais l'arbitre est encore trop KO, il fait la sieste, il doit avoir 36 chandelles autour de lui qui dansent sur sa tête. Il y a un arbitre qui arrive, il fait le tomber, et finalement c'est compte de 2. Et John Cena, il s'empare de la ceinture, il veut encore asséner son attaque sur Randy Orton, mais il agresse encore un autre arbitre, donc encore un ref bump, ça fait 2 ref bump, un RKO, et il n'y a pas la victoire. Vu comment, ben il n'y a pas d'autre arbitre, jusqu'à ce que, encore une fois, putain de merde, il y a encore des officiels qui arrivent à un peu entre guillemets pourrir le show en faisant genre ah il se passe quelque chose de grave, les arbitres sont blessés, voulez venir en aide, donc etc. Bref, c'est trop prévisible et du coup ben, Randy Orton il dit qu'il était à ça de remporter le match et que il veut pas que les officiels le gênent. Donc bien sûr il s'en prend à Nick Aldis en faisant un 3ème RKO sur lui, vu comment ce n'est pas la première fois que Nick Aldis se mange un RKO. Il s'était déjà mangé un RKO la première fois, c'était en 2023, je crois. 2024, je ne sais plus. Mais bah bon, ce n'est pas grave. Puis, bah justement, lors de... Ah non, c'est pas la première fois. Ça fait 3 ou 4 fois qu'il se mange un RKO. Il y en a eu à Crown Jewel, lors de l'Arabie Saoudite, puis lors d'un épisode de SmackDown. Et là, maintenant, bah, il se mange un RKO à Backlash. Après, il s'en prend à d'autres officiels, notamment à Shane Helms, Jamie Noble et d'autres officiels. Donc, c'est du RKO party. Et auquel ben, il voit John Cena qui ne peut plus réagir, qu'il est comme, il est comme mort à ses pieds. Il tease à chaque fois le pun kick, mais ça se retourne contre lui. John Cena essaie également le pun kick, essaie de faire du Randy Orton, mais vu comment ce n'est pas un bon mania du pun kick, ça se retourne contre lui. Donc il a voulu faire du Randy Orton avec le pun kick, mais ça n'a pas fonctionné. Alors que Randy Orton veut faire le pun kick, il va pas hésiter à lui mettre en pleine tête. Et au moment où il était lancé, quelqu'un arrive. Et qui arrive à la rescousse de John Cena? Ce n'est pas Travis Scott, ce n'est pas The Rock, mais il s'agit bien sûr de R-Truth. Donc R-Truth qui vient entre guillemets en l'aide de John Cena, vu comment dans la tête malade de R-Truth, il est comme on pourrait dire quelqu'un d'assez fou, en disant John Cena c'est mon catcheur préféré quand j'étais petit, alors qu'en vérité il est plus vieux que John Cena, donc il catchait déjà avant John Cena, et bref, c'est assez particulier la situation de R-Truth, hein. Si ce n'est que il veut pas qu'on s'en prenne à son héros d'enfance, il veut de la reconnaissance, du respect, qu'il faut pas trop l'attaquer. Donc bien sûr, Randy Orton, il se dit mais qu'est-ce que tu fous? T'as rien à faire là, laisse mes affaires tranquilles. J'ai une affaire avec John Cena, laisse-moi régler avec John Cena. Toi, tu n'y comptes pas. Et un RKO direct. Bien sûr, ça permet à John Cena de se réveiller doucement, discretos, pour pas que Randy Orton s'en aperçoive. Il va enchaîner un low blow, donc un coup dans les bijoux de famille, mais cette fois-ci avec son avant-bras. Et qui va prendre la ceinture. Et qu'est-ce qu'il va faire avec la ceinture? Eh bien, je vous laisse deviner. Il frappe Randy Orton avec.
Donc il n'y a pas besoin d'un FU pour en venir à bout de Randy Orton. Un coup de ceinture suffit. Et d'ailleurs, ça met du temps à Randy Orton à se réveiller, vu comment apparemment il aurait assommé. Du coup, l'arbitre, il se ramène sa pêche. Et là, bien sûr, on était dit, non, ça peut pas se terminer comme ça peut pas. Pas les deux nuits quand même. Pas du côté de WrestleMania, pas du côté de Backlash, mais c'est n'importe quoi, ça peut pas se le faire. J'étais en mode, non, sérieusement, ça peut pas se finir comme ça. John Cena peut pas gagner de manière pas très légitime, même si c'est son côté heel. Eh bien, c'est compte de 3. Donc 1, 2, 3, victoire de John Cena avec ce vieux coup de ceinture. Très décevant. Mais bon, de toute façon, ça colle avec le personnage de John Cena. Hein. C'est je vais ruiner le catch, je vais pas vous faire ce plaisir. De toute façon, je suis le dernier vrai champion. Lorsque le chiffre sera au 0, je serai chez moi à la retraite, à trôner mon titre dans mon salon et à me moquer de cette structure auquel ça m'a apporté que du malheur envers le public. Parce que oui, il a toujours un problème avec le public. Vu comment, selon lui, le public est très toxique. Et du coup, il n'hésite pas à attaquer sévèrement. Au bout d'un moment, c'est vrai que ça tourne beaucoup trop en rond d'attaquer trop le public. Mais faudrait qu'il change un minimum de stratégie. Hein. Si ce n'est qu'on sait que tu as un problème avec le public, t'es pas obligé de trop en faire des tonnes. Mais bon, c'est sa manière de voir les choses. Donc il montre à quel point c'est le dernier vrai champion. Et que à la fin, ben, il dit couper ma musique. J'ai pas besoin de ma musique de toute façon pour avoir la reconnaissance. Vu comment je suis le dernier vrai champion, je suis le GOAT, the greatest of all time. Et que je vais vous laisser ce plaisir de faire ce genre de photos de ce moment-là. Vous allez vous rappeler que je suis le dernier vrai champion et que personne ne peut m'arrêter. Donc voilà comment se conclut le show. Et pendant je crois que c'est le Media Scrum, donc dans la fin du show, auquel il y a les médias auxquels ils veulent te poser des questions. Eh bien, John Cena, il l'a installé et il essaie de répondre à une question en particulier. Pas trop grand chose à dire, si ce n'est que R-Truth arrive en disant que hey mec, je tenais à te féliciter, tu resteras toujours mon héros d'enfance, tu sais que tu le mérites. Mais moi, il y a un truc qui me chiffonne, j'ai envie de te poser la question. Non seulement tu es toujours au top de ta forme, mais je ne comprends pas pourquoi les gens te sifflent autant alors que c'est rare quand tu catches très souvent. Et du coup, il dit une phrase auquel ça ne plaît pas forcément à John Cena, auquel il y en a qui pensent que tu ne sais pas catcher. Et il y avait un élément auquel je vous ai oublié de citer pendant le match entre John Cena et Randy Orton, c'est que dans le public scandait que c'était du bullshit. Quand il y avait l'attaque des arbitres, donc oui, je suis d'accord, c'est du bullshit de voir un arbitre KO qui fait la sieste, donc je suis d'accord. Eh bien, John Cena met les choses au clair avec R-Truth en disant écoute, tu devrais me laisser tranquille après tout. Je ne t'ai pas demandé de venir à ma rescousse, car je préfère que tu sois à l'écart de moi, parce que si tu veux pas avoir de conséquences, tu devrais mieux allez, comment dire, déperquiller quoi. Enfin, tu devrais t'en aller. Et R-Truth voulait pas en rester là, il voulait dire ouais, mais je comprends pas moi, qu'est-ce que tu veux? Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Eh bien, John Cena saisit R-Truth et il fait un FU à travers la table. Voilà tout. Je n'ai pas de choses à dire si ce n'est que voilà tout, il a exactement tout dit. Et voilà comment c'est la fin de ce Backlash. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.